Vous êtes un virtuose du trompe-l'œil et vous êtes un menteur. Mais pas un indique. Excusez-moi. Non, je ne vous excuse pas. Monsieur Slade. Tout ceci est un ramassis de conneries. Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui, événement, puisque sort l'épisode 4 de Willow. Non, je déconne, même si oui, je le traiterai dans la semaine dans la catégorie spoiler fou comme depuis le début, donc suivez la chaîne pour vous tenir informé de sa sortie, mais bien sûr que non, on ne va pas parler de ça, on va d'ailleurs pas être très original aujourd'hui, puisque c'est le jour, voire même la semaine où il faut parler de Avatar 2 ou Avatar la voie de l'eau. Et comme son nom l'indique, préparez-vous à boire la tasse pour une durée de 3 heures, puisque Tonton Cameron a effectivement promis qu'on retournerait sur Pandora, mais en allant un peu plus lorgner du côté des espaces aquatiques, et que du coup de l'eau vous allez en bouffer, ou plutôt en boire. Donc oui, 3 heures, sachant que le film prend place bien 10 piges après le premier film de 2009 où Jake Sully et Neytiri ont filé le parfait amour Na'vi au point de faire tout plein de mômes, mais cette tranquillité familiale va vite être chamboulée quand la menace des méchants humains à la solde de la RDA, vous savez cette organisation terrienne qui était venue sur Pandora pour piller les terres de ces chers indigènes en quête de lithium, du noctanium, et ils ont bien l'intention de pas en rester là. Ce qui pousse Jake et son peuple à devoir foutre le camp et trouver refuge chez les Na'vi qui aiment se mouiller les fesses. Mais Jake va également devoir préparer la riposte face à l'ennemi et on va s'arrêter là pour le pitch. Alors, faut savoir que si autant j'ai beaucoup suivi le projet et que je l'attendais fortement, je me suis limité en matière de trailer et autres, j'en ai vu mais bon, j'ai pas tout vu, je voulais en voir le moins possible pour me garder un max de surprises et rester vierge de tout a priori, étant donné que oui, j'adore le premier film, qui est pour moi une expérience cinématographique incroyable, même encore aujourd'hui, mais qui m'avait quelque peu laissé perplexe sur le plan scénaristique et sur l'écriture, notamment des personnages. Quoi qu'il en soit, à l'heure où justement il est coutumier de faire le cinéphile prétentieux aux exigences hautaines, en crachant dessus, ou même en balançant des trucs du genre qui se souvient du premier film franchement. Oui, faut reconnaître à Avatar, premier du nom, qu'il reste une révolution pour ce qu'il a apporté au cinéma sur le plan technique. Le nier, c'est faire preuve de mauvaise foi, voilà. Bref, donc oui, j'avais certaines attentes que j'espérais voir JC combler. Ouais, je sais, les initiales prêtent un peu à confusion, surtout vu les récents propos du bonhomme. Mais oui, si je n'avais aucun doute sur le plan technique, c'est bien sur le reste que mes exigences allaient se porter pour ce visionnage. Sauf que avec James Cameron aux commandes, c'est hyper facile de se faire berner. Parce que le show est tellement incroyable, t'es tellement emporté, scotché à passer ton temps à ramasser ta mâchoire au sol via le spectacle qu'il propose, que sur le moment, tu cogites pas trop autour du fond du film. Donc oui, James Cameron est un arnaqueur, et le mec a pas décidé de lâcher l'affaire avec ce deuxième opus. Donc oui, vous l'aurez compris, putain que c'est beau quoi. Désolé pour les mots grossiers, mais putain de bordel de merde que cet Avatar 2 est beau. Ceci étant, qui est-ce qui en doutait à part les gens de mauvaise foi comme je le disais tout à l'heure? Parce que oui, techniquement, on va pas se mentir, on frôle la perfection. Je dis on frôle, pourquoi? Parce que j'estime qu'on l'atteindra véritablement quand on pourra toucher ce qu'on voit. Ah non mais qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr, je pose mes exigences là, histoire d'eux. Étant donné que James Cameron est toujours plus perfectionniste, moi je lui donne un vrai challenge pour la suite. Et le pire, c'est qu'il serait capable de trouver la technologie pour. Mais oui, on va pas tourner autour du pot, c'est somptueux. Alors bien sûr, oui, le cinéma ça coûte cher, mais si vous en avez l'opportunité, profitez d'une salle IMAX 3D parce que la texture de l'image est juste unique dans le domaine du cinéma. C'est-à-dire qu'on arrive tellement à un stade de détail que même le reflet d'une flamme sur la peau d'un Na'vi en révèle les pores de la peau plus que si on regardait des personnages réels dans n'importe quel autre film. Et la HFR, donc ce qu'on appelle la High Frame Rate, qui permet d'augmenter le nombre d'images par seconde associées à la 3D, et rendre le tout tellement photoréaliste et ultra fluide qu'on est dedans. Même si ce procédé révèle une faille dans le film, c'est que notamment James Cameron a alterné dans le film des séquences filmées en 24 images par seconde et d'autres en 45 images par seconde. Et donc le contraste est parfois un peu trop visible. Mais bon, rien de bien méchant non plus. Là, t'as vraiment le sentiment que tout est vrai, alors que rien ne l'est techniquement. C'est simple, des personnages en perf capture à partir du moment où tu y crois plus que des acteurs réels, comme je le disais tout à l'heure, comme par exemple sur une production Marvel, ça annonce la couleur. Et quand on sait que c'est le roi du monde aquatique sur grand écran qui te propose justement la virée vers les fonds marins de Pandora, ça outrepasse tout ce que tu peux imaginer en matière de conceptualisation de l'univers proposé, que ce soit au niveau de la flore ou encore et surtout de la faune marine qui est absolument dantesque, c'est juste incroyable. Et perso,
pour avoir fait un peu de découverte marine du côté de la mer Rouge, l'expérience proposée par Avatar 2 est juste à tomber par terre. Et pourtant, au vu du trailer que j'ai pu voir, j'avais des craintes que le film ne mette pas assez en avant la menace et qu'elle ne soit présente que par un affrontement final. Mais voilà, avec James Cameron et ses équipes, donc ils ont suffisamment gonflé l'univers humain pour que ça équilibre le tout et pour proposer un niveau d'action, ou plutôt de spectacle absolument colossal. Parce que oui, il fallait au moins atteindre le niveau du premier opus qui, on va pas se mentir, était déjà assez costaud en la matière. Et là, on en a clairement pour notre fric. Maintenant, parce que de toute façon, on savait que techniquement, il n'y aurait pas grand-chose à redire, qu'en est-il vraiment du fond et de l'écriture? Non, parce que bon, j'ai quand même laissé reposer un peu le film pour prendre un minimum de recul, hein, et disons que le film dure 3 heures, quoi. Donc déjà, à partir de ce postulat, ça peut déjà répondre à pas mal d'interrogations en la matière. Parce que 3 heures, ça peut être parfaitement abordable, si le film a matière à raconter assez pour justifier de cette durée. Mais sauf que là, c'est trop long, quoi. Alors oui, le tour de manège est perpétuel sur toute la durée du truc, mais le fond ne le justifie pas. Pourtant, il a, à mon sens, bien plus de matière que le premier opus pour pouvoir y répondre. Et justement, par rapport à cette durée, je tiens à mettre en garde, si vous avez une vessie avec la capacité d'un verre à gnôle, évitez de boire 1 litre de flotte avant la séance. Ou pareil, si vous faites la connerie de vous acheter un gobelet de 50 centilitres de soda, vous allez voir de la flotte couler à profusion, ça va pas vous aider. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse prévention. Alors, il faut savoir que pour moi, le premier film, cette histoire de Pocahontas, en soi, ça me pose pas spécialement de problème, même si ça fait 50 fois qu'on la voit. C'est juste que, étant donné que James Cameron s'était vanté d'avoir eu besoin de 12 ans pour créer le premier film, et donc, ça veut dire, scénaristiquement parlant aussi, moi je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que sur ce plan-là, c'était un peu léger quand même. Et là, ce que je craignais, c'était justement le côté un peu trop 7 à la maison. D'autant que la famille de Jake est bien constituée de 7 personnes, si on compte le jeune garçon humain avec des dreads qu'on apercevait justement dans la promotion. Et au final, c'est peut-être le point fort du film. Cette intrigue qui se concentre sur la sécurité des siens pour Jake Sully et qui amène à de nombreux arcs narratifs, au point qu'on procède vraiment à une désiconisation du héros du premier film, ce qui permet justement d'éviter de se répéter, pour le confronter à d'autres responsabilités et même faire face à des dissensions au sein même du noyau familial, qui permet notamment d'éviter les clichés manichéens du premier film entre les héros. Donc là, comme ça part plutôt pas mal. Hélas, les défauts du premier film sont plus importants dans cet opus, à mon sens. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a zéro finesse. Ce qui est paradoxal dans le sens où finesse, justement, c'est le maître mot de Cameron pour l'aspect formel, mais qu'en termes d'écriture, c'est l'effet pare-buffle de Hummer, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le cas des méchants industriels humains, dans leur avidité aveugle, ils ont fini par perdre une guerre à la fin du premier opus, où ils avaient justement le rôle de méchants parce que tu comprends, la situation sur Terre est critique, tout ça, et que là, dans Avatar 2, la Terre est carrément foutue, alors je spoil pas, hein, c'est dit presque au début du film. Et la remise en question, c'est nada. Au contraire, on est encore pire qu'avant à travers du cliché ambulant de l'être humain sans la moindre compassion, sans le moindre état d'âme pour son prochain. Envahir une planète entière, détruire un écosystème et annihiler justement tous ses occupants, enfin, je sais pas, c'est tout à fait paradoxal dans le sens où quand on regarde par exemple un film d'invasion alien, on se dit « Ah mais non, pourquoi ils nous attaquent, ces méchants aliens et tout ça ?» Et en fait là, l'être humain, qui se poserait tout le temps cette question-là vis-à-vis des extraterrestres, prend justement cette position du méchant envahisseur. Mais ok, un parti pris potentiellement intéressant, mais sauf que là c'est fait sans aucun équilibre, on y va au bulldozer, quoi. Donc effectivement, cette absence de nuance est trop problématique pour arriver à te faire adhérer à la cause et à la survie de l'être humain. Ce qui fait que l'aspect écologique qui tient à cœur à James Cameron, comme souvent dans ses films, et qui était déjà lourdement présent dans le premier film, ici c'est double dose de moraline, quoi. Donc autant vous le dire, si vous n'avez pas adhéré à ça dans le premier film, malheureusement ça va être bien pire dans celui-là. Et alors cette absence de demi-mesure, elle commence par le personnage de Quaritch, qui effectivement, on le savait, hein, il revenait mais sous les traits d'un avatar, autour duquel la mission des humains est censée s'appuyer, et que en fait, tout l'enjeu de cette humanité, qu'on t'a pourtant bien présenté, hein, à travers notamment une séquence qui dure presque 15-20 minutes, est flanqué au panier pour ne tourner qu'autour d'une chose, et donc l'intrigue principale du film, à savoir une vendetta de Quaritch à l'égard de Jake Sully. Donc 3 heures pour ça, même avec des arcs narratifs par-ci par-là, qui sont somme toute relativement intéressants et qui permettent justement de bien développer le caractère development de chaque personnage.
c'est pas ça le problème. Malheureusement, c'est que c'est évidemment trop long pour cette intrigue de base. On aurait largement pu dégraisser le film de bien 20 minutes, surtout dans le deuxième tiers, qui s'amuse toujours principalement à l'exploration des richesses aquatiques, ce qui en soi est très bien. Moi, il n'y a pas de problème, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Mais quand à ce stade, le scénario est censé poser des enjeux d'une bien plus grosse ampleur au vu du potentiel. Le spectacle est contemplatif, c'est bien, mais là, c'est un deuxième opus, plus long que le précédent, et toi, tout ce que tu as à me proposer, c'est une vengeance opposée à une quête du héros de protection de sa famille. C'est trop maigre, même en prenant en considération l'aspect initiatique de la famille Sully pour l'univers aquatique. Je suis désolé. Surtout que ça amène à des scènes redondantes selon les intrigues, qui font quand même très remplissage pour atteindre justement une durée conséquente. Donc des scènes qui, je pense, auraient été peut-être plus utiles si elles avaient été justement incluses dans, admettons, un director's cut, quoi. Et ce qui est d'autant plus navrant, c'est que le film s'offre en plus le luxe de jouer de facilité ou encore d'invraisemblance assez nombreuses, que je ne citerai pas ici car ça amènerait justement à spoiler et je ne veux surtout pas en venir à ça. Je préfère qu'on le fasse prochainement à travers de potentiels lives que j'aurai l'occasion de faire sur d'autres chaînes ou directement sur la mienne. Mais oui, ce genre de choses, les facilités et les incohérences, tu en uses si tu sais que le scénario est trop dense pour la durée. Mais là, c'est clairement pas le cas. Ce sont des défauts d'écriture qui justifient que oui, Cameron est un réalisateur extraordinaire, mais pour ce qui est de tenir un crayon, pour moi, il n'est plus celui d'autrefois. Faut quand même pas oublier qu'il est le mec derrière le scénario de Terminator Dark Fate. Le film donc est une bouse notoire, mais rappelons toutefois que c'est pas l'aspect formel qui flingue le film, même s'il n'est pas extraordinaire. Le gros point noir de ce film, c'est l'histoire. Et l'histoire, comme je le disais, elle est signée James Cameron. Et bien là, on retrouve exactement le même problème d'écriture, c'est-à-dire que c'est sans nuance, c'est grossier, c'est très cliché. Voilà. Et je n'évoquerai évidemment pas les quelques graines semées ça et là par Cameron durant tout le film, donc je parle bien de Avatar 2, pour s'assurer qu'on lui offre l'opportunité de faire un troisième volet afin de terminer ce qu'il a à dire sur le sujet, notamment avec le personnage de Kiri. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur Avatar 2. Donc c'est un véritable voyage à travers une nouvelle révolution technologique pour le grand écran 13 ans après celle du premier opus. Donc c'est vraiment un spectacle à couper le souffle que aucun autre film ne peut se vanter d'avoir proposé depuis 2009. C'est clair et net. Là-dessus, voilà, on va pas se mentir. Mais qui, encore une fois, souffre de trop gros problèmes d'écriture et des mêmes défauts que le premier opus, même si effectivement on pourra applaudir la tentative d'orienter la quête de départ d'un héros en toile d'araignée. Donc j'imagine effectivement Jake Sully au centre de cette toile, et donc chaque fil est un membre de la famille qui prend un petit peu sa propre direction, afin de proposer donc plusieurs arcs narratifs du côté des héros, telle une passation de relais, et justement s'assurer de ne pas se répéter par rapport au premier film. Mais quand à côté de ça, Cameron s'embourbe à rendre immortels ses méchants, ce qui, dans le genre évitement de se répéter, est plutôt contradictoire. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de Pinocchio de Guillermo del Toro. Il fallait trouver Inside Man, sorti en 2006 et réalisé par Spike Lee. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo, mais pensez également à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, toujours sur le nom de l'écran fou, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye!